Depuis que j'ai refait mon dressing pour ranger mes tissus, je me suis rendu compte que j'avais énormément de tissus qui stagnaient depuis un moment dans mon placard, qui m'avaient même accompagné lors de mon déménagement, donc certains dataient depuis plus de 2-3 ans. Et les tissus qui stagnent depuis longtemps ont tous un point en commun. Ce sont en général des tissus de qualité, c'est-à-dire qu'ils ont tous un coût assez élevé au mètre, donc soit vraiment de belle qualité, soit vraiment de très beaux motifs. Et si je les utilise pas, c'est tout simplement parce que j'ai peur. J'ai peur de les utiliser et de les gâcher. Dans la plupart de mes dernières vidéos, j'ai plutôt privilégié des tissus qu'on va considérer moyenne ou bas de gamme parce que je teste des nouveaux designs que je construis. Forcément, j'ai envie d'utiliser un tissu où j'aurai pas de regrets si ça n'a pas fonctionné. Mais au final, je me retrouve à quand même cumuler énormément de prototypes. Finalement, quand vous êtes en perpétuelle quête de la perfection, vous ne passez jamais au stade suivant, c'est-à-dire construire votre version finale avec votre plus beau tissu. Bref, il est temps que je dépasse ce cap. Si vous pensez que je vais démarrer avec mes tissus les plus chers, vous faites fausse route. Parce que l'air de rien, les tissus les plus chers, c'est celui-ci. Il m'a coûté 50 €, sachez qu'il était à moitié prix. Oui, vous avez bien entendu, moitié prix. Donc il y a 2 mètres, j'aurais dû le payer 100 € normalement. Donc c'est effectivement mon tissu le plus cher, mais en même temps il y a une bonne raison, 50% soie, 50% laine, ça se paye. Et le second tissu le plus cher, celui-ci, c'est un drap de laine, une super laine 120 je crois, et elle m'a coûté la bagatelle de 74 €. Oui, ça a fait cher, mais c'était un choix. Je voulais vraiment expérimenter avec des tissus que je qualifierais donc de qualité. Après, je dis je qualifierais parce qu'en fait, j'ai aucune compétence pour juger la qualité d'un tissu. En gros, à part me dire que je vais dans un magasin qui est réputé et que je vais prendre un prix relativement élevé, qu'est-ce que j'en sais si c'est de la qualité ou pas ? Bref, quoi qu'il en soit, je suis pas prête à sauter le pas directement sur ces tissus les plus chers. Je vais plutôt commencer avec ce tissu en velours côtelé bleu nuit que j'ai acheté il y a quelques semaines à l'occasion justement de la création de ce pantalon. Donc il faut savoir que c'est 14,90 € par mètre et j'ai acheté 2 mètres, donc on a 35 €, ce qui fait un prix moyen de gamme comparé à ce que je viens de vous présenter précédemment. Mais c'est un très bon moyen de démarrer. Je vais partir sur un patron préexistant. Le patron de ce pantalon vert, je trouve qu'il me scie plutôt bien. Au niveau de la fourche, c'est ok. Le positionnement de la ceinture est très bien. Le tombé au niveau des hanches me correspond bien. Il y a quelques modifications mineures que je ferai au niveau du design. Déjà, je vais accentuer le pli à l'avant. Et enfin, je ne pars plus sur une version resserrée au niveau des chevilles, mais au contraire évasée. Je crois qu'en design, ça s'appelle un bootcut. Toutes ces modifications au niveau du design nécessitent une dernière toile. Oui, c'est pas un prototype, c'est une toile. C'est juste pour valider ce nouveau design. Et bien sûr, au moment de l'essayage, je me suis dit, tiens, et si on portait un collant ? Et de préférence un collant dont la couleur est la plus proche de ma carnation et transparent, histoire qu'on voit bien ma culotte. Bref, le combo idéal pour se faire censurer par YouTube. Au moins, aujourd'hui, je vais pouvoir utiliser à son plein potentiel l'effet flou gaussien de Premiere Pro. On fait pas une formation sur Premiere Pro, faisons plutôt l'analyse de la toile. Alors franchement, cette première toile, je sais pas ce qui s'est passé. La fourche à l'arrière part dans tous les sens et surtout, il y a beaucoup trop de plis sous la fesse, c'est catastrophique. Sur le devant, le pli, je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais en tout cas, il va en biais, il se barre dans le décor. Ça va vraiment pas. On va faire une deuxième toile et surtout, cette fois-ci, on va bien se mettre ces lignes de repère pour pouvoir bien faire les corrections facilement. Et bien sûr, sur la deuxième toile, les lignes de repère sont nickel, ça tombe plutôt bien. À un détail près, la ligne de couture de côté, elle se barre vers l'arrière au niveau des fesses, mais limite, c'est vraiment un petit détail comparé à ma première toile. Et après m'être admirée pendant 10 minutes avec cette nouvelle toile, j'ai décrété que non, ça n'allait pas. Au niveau de la fesse, j'ai encore trop de surplus de tissu juste sous la fesse et qu'il faut encore ajuster. Oui, avec le recul, j'ai complètement conscience que je fais du surajustement. Là, on arrivait au stade où il faut que je m'arrête un petit peu. Bref, vous allez voir, c'est pas prêt de s'arrêter, hein. On va passer à nouveau à la correction du patron. Et c'est le moment où je me suis dit, mais Alexandra, la solution pour régler ton problème de surplus de tissu sous la fesse, c'est un peu comme un FBA, donc full bust ajustement, mais inversé, au niveau des fesses, quoi. Là, je me suis dit, mais je peux pas mettre de pince en dessous des fesses, ce serait pas joli. Sauf que je me suis rappelé que mon tissu, lui, il est élastique. Et ça peut être ma solution. Il suffirait en fait de soustraire le nombre de centimètres de la pince et de venir le déduire de mon tour de hanche, vu que c'est la partie la plus large de mon bassin. Et l'élasticité, elle, viendrait compenser ce que je viens d'enlever, et au final, j'aurais le bon galbe sous les fesses. J'en profite pour faire un aparté concernant le tissu. Donc, ce fameux tissu en velours côtelé. Quand je suis allée l'acheter, il y a écrit coton. J'ai demandé la précision au vendeur, il me confirme 100% coton. Sauf qu'une fois arrivée à la maison, je me suis rendu compte, mais il y a de l'élasticité,
Et dans mon souvenir, les propriétés du coton, c'est pas d'être élastique. Tout au plus, ça devient un peu plus élastique si vous faites du tricot, un jersey avec du coton. D'ailleurs, au moment où je le surjetais, je me suis bien aperçue qu'il y avait des fils vraiment très élastiques. Donc, voilà, un des reproches que je ferais bien au marché Saint-Pierre, c'est que nous vendre du tissu en nous indiquant que c'est du coton. Alors, ok, je vous l'avoue, sur la pancarte, il n'y avait pas écrit 100% coton, il y avait écrit coton. Mais j'ai demandé au vendeur, et le vendeur m'a confirmé, il m'a dit oui, c'est 100% coton. Pour le coup, lui, il l'a vraiment dit. Je suis désolée, c'est pas 100% coton. Quand il y a de l'élastane, comme c'est le cas ici, de toute évidence, c'est pas 100% coton. Merci d'être plus précis et d'arrêter de prendre les couturières pour des grosses débiles. Oui, alors en fait, c'est sorti de façon beaucoup plus violente que ce que je m'attendais, mais en même temps, il faut bien admettre que c'est frustrant, ce genre de manque d'information à la source, non ? D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je me tourne de plus en plus vers les achats en ligne, parce que on a au moins toute la composition exacte, mais en effet, on ne peut pas les toucher. Alors du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète des échantillons. Au moins, là, j'ai tout. C'est-à-dire que je peux toucher le tissu, je peux le tester, et j'ai la composition exacte au moment où je l'achète. I'm a selfish kind of person with a soul trying to fly. I aim to break the laws of nature. I learned to love before I died. I was naked then, I'm naked now. And my nakedness is my sole account. I'm unfaithfulness, I'm a fucking clown. But I tried my best, yes I tried. Après avoir remodifié mon patron et construit à nouveau une toile, là vous allez vous dire attends, elle a encore fait une toile, elle avait pas dit qu'elle arrêtait justement. Oui, mais en même temps je venais de faire une correction dans le design, donc fallait quand même que je la valide avant, surtout que là je m'apprête vraiment à couper dans mon tissu final. Et puis il faut vous rappeler que moi j'aime bien patronner, donc toute excuse pour repatronner, passant donc par la correction d'une toile, est bonne à prendre dans mon cas. D'autant que je regrette pas parce que j'ai appris une nouvelle chose. J'ai changé un petit peu ma méthodologie. J'ai donc superposé la toile que je venais donc de corriger sur le patron de pantalon d'origine pour vraiment juxtaposer les lignes de référence. La ligne d'assise, la ligne de genou et le droit fil. En superposant les lignes de référence de la toile sur celle du patron, j'ai ensuite pointé le contour de la toile aux endroits où j'avais épinglé initialement. Une fois que j'ai assemblé ma toile, je me suis rendu compte en fait la courbe de la hanche, elle n'avait pas besoin d'être aussi accentuée. Il semblerait qu'en modifiant les lignes de référence, tout de suite, hop, il n'y a plus besoin d'avoir autant de courbes, il suffisait tout simplement de redresser un petit peu la ligne de la couture extérieure et tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et comme vous pouvez le voir, donc là c'est la version initiale du patron. On avait donc au niveau des hanches des courbes vraiment très prononcées sur la couture extérieure. Sur la version finale, vous voyez au niveau de la hanche, il y a pratiquement plus de courbure. Elle est vraiment très douce, on n'est pas loin de la ligne droite. Et ça fait une grosse différence maintenant sur la toile finale. On a quelque chose de vraiment plus harmonieux. Donc maintenant qu'on a nos deux pièces principales, c'est-à-dire pantalon devant et dos, faut s'occuper des pièces annexes, parce qu'il faut pas les oublier, c'est ce qui donne le caractère à notre pantalon. Donc je pense notamment à toutes les poches, on va en avoir deux devant qui vont être des poches italiennes et une dans le dos qui sera une poche passe-poilée. Faut savoir que les poches c'est les parties les plus reloues à patronner parce que finalement vous allez devoir faire beaucoup de décalcage, de pliage, de superposition. C'est important de bien les construire parce que ça rend le travail plus facile au moment de la couture. Donc il faut que tous les gabarits soient vraiment très précis et c'est pour ça que vous me voyez tout le temps décalqué par rapport à la pièce de patron de dos, notamment pour la poche passe-poilée.
Et une fois qu'on a fait les poches, on n'a pas fini parce qu'il faut pas oublier qu'il faut rajouter une ceinture et également les pièces de ponce ou pont pour la braguette. Donc à la fin, on se retrouve avec énormément de pièces, mais en même temps, c'est normal, c'est un peu toutes ces petites pièces-là qui vont donner du caractère et rendre notre pantalon unique. Et ça y est, c'est le moment qu'on attendait tous. Je vais enfin découper mon fameux tissu qui m'a coûté 35 €. On respire un grand coup. Et on y va. Bon, je vous avoue, j'ai eu aucun scrupule à le découper, j'y suis passée vraiment spontanément. En fait, une fois que vous avez votre patron, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vraiment le coudre le pantalon. Donc j'ai pas trop réfléchi, et c'est peut-être d'ailleurs le problème. J'ai peut-être pas assez réfléchi. Bon, alors j'ai pris quand même quelques précautions. J'ai notamment élargi certaines marges de couture. Donc initialement, les marges de couture du patron étaient à 1 cm. Et donc par exemple, pour les marges de couture sur les coutures extérieures et intérieures, et également sur la fourche arrière, j'ai rajouté 0,5. Donc on est passé à des marges de couture de 1,5 cm sur celle-ci spécifiquement. Les autres, je les ai laissées à 1 cm. Sauf que dans les faits, c'était même pas nécessaire parce que je vous rappelle que ma toile n'était pas du tout élastique, or que mon velours, lui, l'est élastique. Ça veut dire qu'il y a plus de chances que je me retrouve à devoir resserrer que à élargir. Mais bon, au moins je me suis dit, j'ai l'esprit tranquille. Non, le vrai souci, c'est au moment de préparer mon tissu. Vous vous rappelez, c'est du velours. Et le velours, ça a un sens à respecter. Et forcément, c'est le moment où mon subconscient a décidé de me court-circuiter. Il m'a dit, écoute Alexandra, tu vas gagner du temps. Au lieu de plier le long de la lisière, tu vas plier le long du fil de trame. Donc pour rappel, quand vous pliez le long de la lisière, donc c'est le long du fil de chaîne, c'est le pliage classique. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai donc plié le long du fil de trame en me disant ça va m'éviter le problème de tête bêche. Au contraire, ça l'amplifie. Donc je me suis retrouvée avec 2 pièces devant et 2 pièces dos qui sont inversées. Donc le sens du velours est sur une des jambes vers le haut et sur l'autre jambe, c'est vers le bas. Autant vous dire que quand je me suis rendu compte de mon erreur, c'était déjà trop tard, j'avais déjà coupé mes 2 grandes pièces et je n'avais plus assez de velours à disposition. J'étais à 2 doigts de me dire est-ce que je balance tout à la poubelle et définitivement je renonce à m'acheter du tissu de qualité et je ne courais aucun de mes autres tissus. Je suis allée me poser devant un petit animé de Matt Groening. Alors si vous connaissez pas Matt Groening, c'est l'auteur des Simpsons. Il fait pas que les Simpsons, il a d'autres animés. Et chez moi, c'est un peu comme ma Madeleine de Proust. C'est mes séries réconfort, c'est celles sur lesquelles je me rabats quand je suis en pleine déconvenue. Et là, je peux vous dire que c'était la totale déconfiture, donc j'en avais vraiment besoin. Et vous savez, la déconfiture, c'est comme la confiture chez moi, ça dure jamais très longtemps. Donc après une demi-heure, soit la durée d'un de mes épisodes d'animé, je vous avais dit qu'ils étaient très efficaces pour me remonter le moral. J'étais à nouveau d'attaque et je me suis dit, peu importe, mon pantalon il sera peut-être bizarre, mais qui sait, peut-être que je vais lancer une nouvelle tendance. En attendant, je me suis attaquée à ma surjeteuse parce que je vous le rappelle, c'est du velours et ça n'a qu'une seule envie, c'est se dépioter à partir du moment où vous l'avez coupé. Et après avoir monté mes poches, j'ai décidé qu'il était temps d'achever la journée, j'avais quand même affronté pas mal de montagnes russes. Alors le lendemain matin, j'ai pris le parti d'être un peu plus stratégique et de bâtir les jambes du pantalon pour pouvoir faire mes derniers ajustements avec le tissu final. Bien m'en a pris parce qu'il s'est avéré que le design ne fonctionnait pas du tout avec le velours côtelé. Rajouter des plis alors qu'il y a déjà beaucoup de textures, ça ne fonctionne pas. En plus, le fait de rajouter des plis faisait qu'à l'arrière, on perdait le galbe au niveau de la fesse. J'ai pris le parti de faire un test et d'enlever le pli sur le côté gauche et d'en faire une pince. Effectivement, ça va être une pince gigantesque, mais je compte sur le fait que le velours soit côtelé pour que la ligne de couture disparaisse entre les plis du velours et que ça soit assez discret. Quoi qu'il en soit, bien m'en a pris. Dès que j'ai fait une pince, vous avez vu, hop, au niveau du galbe à l'arrière, ça remarche beaucoup mieux. Et l'autre point qu'il faudra que je modifie, c'est la fourche dans le dos, parce que j'ai facilement 4 cm de trop. Je sais pas d'où ce qui viennent, mais bon, c'est un point de détail. Donc j'ai transformé mes plis en pince, que j'ai bâti à ce stade juste pour vérifier que ça tombait correctement. J'ai également réajusté la fourche dans le dos. Et enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai passé un fil de bâti au niveau du positionnement de la ceinture, parce que vous vous doutez, quand vous transformez des plis en pince, ça modifie la ligne de couture pour la ceinture. Dans l'ensemble, je suis plutôt ravie parce que les pinces ne sont pas du tout flagrantes. Comme j'espérais, elles se fondent dans le côtelage de mon velours, donc ça devrait le faire pour la suite. Donc il est temps de passer maintenant à la finition du pantalon, c'est-à-dire poser donc la fermeture, le zip, le soupon, puis la ceinture et ses passants, et normalement on devrait avoir fini. Normalement.
Épingler une ceinture sur un pantalon, c'est long et fatigant. Pour vous dire, ça m'a pris toute la soirée et après, j'avais plus du tout de motivation pour faire la couture définitive, donc j'ai attendu le lendemain. Et le lendemain, avant de coudre définitivement la ceinture, j'ai décidé de faire un essayage. Et bien m'en a pris parce que je me suis aperçue que ma poche droite avait légèrement bougé, j'avais un faux pli. Donc c'est pas grave, à ce stade, c'est seulement bâti, je peux le découdre et le repositionner. Au passage, j'ai pris le temps d'analyser le tombé du pantalon et je me suis aperçue qu'il y avait 2 petites choses qui me gênaient. Première chose, la ceinture est devenue trop large. Je sais pas comment c'est possible parce que 3 jours avant, elle était nickel. Je pense pas que j'ai perdu du poids en 3 jours. Je soupçonne surtout mon estomac d'avoir fluctué. Merci mon gars. Et l'autre point, en fait, je suis assez insatisfaite du pantalon. Je pense que c'est lié au fait que je me suis énormément éloignée du design que j'avais en tête initialement. Donc j'ai plus de vision, donc je sais plus trop quoi regarder sur ce pantalon. Et donc je me focalise sur les défauts, à savoir donc mon problème d'ajustement sur le galbe du fessier. Avec le recul, maintenant, je me rends compte que je fais du surajustement. Cette focalisation sur le galbe, elle est pas cohérente parce que depuis, je suis allée analyser des photos de mannequins qui portent des pantalons. Les pantalons sont pas du tout galbés comme ça. Faut que j'arrête avec cette fixation, ça ne correspond pas à la réalité. Donc me voilà le samedi matin à me poser la question, est-ce que j'ai raté mon challenge? À savoir être capable de coudre directement dans du tissu de qualité. Et est-ce que je vais être capable de coudre mes autres tissus qui stagnent dans mon placard à cause de cette peur de les gâcher, justement? Est-ce que ce serait pas comme le cheval, finalement? Après une chute, faut-il pas justement remonter tout de suite en selle? Je suis donc repartie au marché Saint-Pierre pour racheter exactement le même tissu, donc celui au même prix, mais cette fois j'ai pris une version verte, histoire de pouvoir distinguer les 2 pantalons. Alors je sais, vous allez vous dire, mais est-ce que je suis pas en train de retourner dans ma mauvaise pratique à toujours faire des prototypes? Pas tout à fait. Parce que là, on n'est plus dans du prototype de bas de gamme, donc avec du tissu de bas de gamme avec des propriétés différentes. Non, on est exactement sur le même tissu avec les mêmes propriétés. Donc pour moi, on n'est pas dans ce contexte de prototypage où on fait des tests avant de passer sur la version finale. Loin de là. En attendant, le lendemain, le dimanche, j'ai décidé d'achever mon pantalon bleu. C'est-à-dire que j'ai monté la poche passepoilée dans le dos, j'ai cousu la boutonnière et ainsi que l'ourlet du bas du pantalon. À vrai dire, en enfilant la version finie, j'ai retrouvé un peu plus de confiance en moi. Parce que après avoir fait tout un tas d'ajustements, donc sur la ceinture, etc., il tombait bien mieux maintenant. Et d'ailleurs, pour vous dire, j'ai eu l'occasion de le porter là ce mardi au travail et je vous confirme qu'il est très confortable et il est très chaud en même temps. Ce qui est plutôt un bon point, sachant que mardi, il a beaucoup plu et à l'heure où je vous parle, il neige. Au niveau de l'ourlet, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de bol. Je l'ai fait un peu au hasard en termes de longueur, mais il tombait pile à la bonne hauteur, juste au-dessus de la semelle. Donc ça recouvre parfaitement la chaussure, mais ça ne frôle pas le sol. Ce qui me permet de vous dire que du coup, mardi, malgré qu'il pleuvait, mon bas du pantalon, lui, il était pratiquement sec. Et c'est assez rare chez moi avec ce genre de pantalon. Et j'ajouterais que la problématique du sens du velours ne s'est finalement pas posée. En fait, je pense qu'on le voit bien plus à la caméra que dans la vraie vie. Donc au final, pas besoin de lancer une nouvelle tendance. Donc concernant le pantalon, mon bilan, à ma propre surprise, il se révèle très positif. En fait, il y a juste 2 points que j'améliorerais. Déjà, la pince avant. Alors elle est très longue, vu que j'avais dû rattraper le pli que j'ai pas conservé. Il aurait mieux valu que je l'assume pleinement et que j'en fasse une couture qui irait jusqu'en bas du pantalon pour donner l'impression que c'est un choix stylistique. En soi, c'est pas tant un problème que ça parce que finalement, la couture, elle est très peu visible. Comme je vous l'ai dit, le velours côtelé a l'avantage de faire disparaître le petit détail. Mais j'aurais dû aller quand même jusqu'au bout. Et mon second point serait le passepoil de la poche de dos. Il mériterait d'être beaucoup plus étroit, parce que quand on a des fesses aussi rebondies que les miennes, il vaut mieux privilégier des détails assez fins. Donc sur la prochaine version, je ferai un double passepoil, comme ça sera beaucoup plus fin. Si je devais tirer une leçon de cette expérience, il y aurait déjà 3 points à retenir. 1. Le prototype, en fait, il sert uniquement à déterminer quel type de tissu vous allez utiliser pour votre modèle. Par exemple, dans mon cas, mon prototype ici m'aurait permis de déterminer que je ne peux pas utiliser des tissus trop épais ou trop texturés parce que ça ne fonctionne pas avec le pli. Ça me permet également de déterminer comment va tomber le tissu par rapport à mon design, c'est-à-dire je vais voir par rapport à la propriété du tissu, est-ce que avoir beaucoup de drapés fonctionne ou au contraire est-ce qu'il faut quelque chose de plutôt structuré. Bref, tous ces points-là, c'est le prototype qui me permet de me donner des indications pendant que je fais les tests. Je peux prendre un tissu plus bas de gamme pour tester ces aspects-là. Mais ce que ne fait pas le prototype, et c'est mon point 2, c'est de déterminer l'ajustement pour mon tissu final. Parce que
parfois des petites variations dans les propriétés d'un tissu à l'autre peut complètement changer l'effet sur l'ajustement. Un exemple tout simple, l'élasticité. Une variation de 1 seul % peut complètement changer le fitting du pantalon. Le tombé va être totalement différent. Pourtant, vous aurez utilisé les mêmes pièces de patron pour découper votre tissu. L'effet sera différent. Face à ce constat, moi j'ai qu'une seule conclusion, il vaut mieux couper directement dans notre tissu final au lieu de faire 25 prototypes. Par contre, quand on va couper le tissu final, on va bien augmenter les marges de couture, donc entre 1,5 voire 2 cm s'il le faut. Et on va faire 2 montages. Le premier montage, c'est du bâti avec un point très long. Et l'idée, ce sera de venir juste faire les ajustements, regardez donc sur les coutures extérieures et intérieures du pantalon et éventuellement l'ajustement de la ceinture. Ça s'arrête là. Ce qui signifie que ce premier montage, on va au plus simple. On s'embête pas avec les poches, avec le zip, etc. On fait juste tout en bâti, on teste, on ajuste. Et seulement après, deuxième montage, là on fait les coutures vraiment finales et du coup on rajoute tous nos petits détails. Et le dernier point, il est peut-être temps que je me penche enfin sur la question qui est apparue très tôt dans cette vidéo. C'est quoi l'ajustement d'un pantalon? À quoi ça doit ressembler? Clairement, je me rends compte qu'en fait j'en ai aucune idée. Je pense que c'est un sujet à suivre. Sur ce, je vous laisse là, bon dimanche, bisous bisous.